Merci de m'accueillir. C'est un peu bizarre d'être là devant des étudiants, parce que je suis encore étudiante aussi. Je compte sur vous pour me poser des questions, parce que j'ai jamais parlé autant, je crois. Parce que nos oraux en licence, je pense pas qu'ils aient dépassé 15 minutes, si je dis des bêtises. Ouais. Donc, je vais vous raconter ma vie. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai pas envie d'être trop bavarde et que ce soit ennuyeux pour tout le monde. On va commencer par mon parcours. Donc, j'ai eu pas mal. Enfin, j'ai eu. Je me suis un petit peu éparpillée quand on regarde mon CV et je me devais de vous expliquer pourquoi j'avais fait ces choix-là. Déjà, pour parler de mes sports pratiqués, donc j'ai longtemps fait de l'athlétisme. Ça a été mon sport de prédilection pendant plus de 10 ans. Enfin, je suis encore licenciée, mais en mode retraité, je dirais. J'ai fait du tennis à côté, donc plus en mode loisir. Donc l'athlétisme, j'ai fait jusqu'au championnat de France, ouais, niveau championnat de France. Et arrivé à Caen, du coup, c'était compliqué pour moi de m'entraîner. Donc j'ai un petit peu lâché et c'est là que j'ai commencé à faire du sport universitaire, dont du football. Et j'ai fini, grâce à Monsieur Estin, en équipe universitaire et ensuite en club à l'avant-garde. J'ai ensuite fait du rugby, donc toujours en lien avec l'université. J'ai commencé avec l'équipe universitaire et cette année, je suis licenciée à Louvain-la-Canet. J'ai pas encore fait de match, mais ça devrait pas tarder, normalement. Parallèlement à tout ça, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles qui ont construit mon parcours. Mon expérience la plus marquante et importante, c'était les JO 2012, où j'ai été journaliste junior, donc au JO. Et en fait, donc c'était la même année où je suis arrivée en STAPS. Et à la base, en STAPS, mon objectif, c'était d'être prof de PS. Comme beaucoup, quand on arrive là, on ne sait pas trop vraiment ce qu'on veut faire. Et le métier de prof de PS, c'est ce qui marque le plus les STAPiens. Et quand je suis allée au JO, je me suis dit, en fait, non, moi, c'est le sport de haut niveau qui m'intéresse. Et faire du sport à des collégiens, des lycéens qui n'ont pas forcément envie de pratiquer, je me suis dit que ça allait pas le faire toute ma carrière. Du coup, je me suis donné cet objectif d'être dans le sport de haut niveau. Préparation physique, ça me parlait parce que je venais de l'athlé et tout le monde dit que la base, c'est bien savoir courir, etc. Et que l'athlé était une bonne école. Donc je me suis dit, pourquoi pas ça. J'ai été prof de fitness pendant 3 ans, ouais, pendant mes études, donc en résidence universitaire, donc via le Crous. Je vous expliquerai après comment j'ai pu en arriver là. Et je vous parlerai un peu de mes stages que j'ai fait en STAPS, en L2 et en L3. Et j'ai aussi une partie sur l'auto-entrepreneuriat, donc je ne vais pas le développer tout de suite. Et aujourd'hui, je suis au SM Caen, donc en lien avec mon Master 2. Et donc le statut, c'est coordinatrice pédagogique scolarité, donc on a l'impression que c'est vraiment que le lien avec l'école, mais au final, c'est tout le rapport entre l'entraînement et le sportif et le scolaire, c'est vraiment faire le lien avec les deux. Et la licence TAPS entraînement m'a permis en tout cas d'en arriver là aujourd'hui. Sur mes choix de formation, donc la licence TAPS entraînement, c'était logique par rapport à ce que je viens de vous dire. Ce qui m'intéressait, c'était le haut niveau, l'entraînement. Et l'année dernière, du coup, j'ai fait le choix de faire un DU et un master en même temps. C'était un petit peu un challenge parce que j'ai eu mon bac en 2011, ma licence en 2016. Je vous laisse faire le calcul. J'ai pas eu un parcours linéaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ma licence, je savais pas trop quoi faire. J'avais vu une annonce, c'était devenir sous-sergent donc dans l'armée pour devenir entraîneur des militaires. Et en fait, quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas m'engager dans l'armée et devenir coach des militaires? Aujourd'hui, le problème des femmes dans le sport aussi, c'est qu'on a du mal des fois à s'imposer. Je m'étais dit que c'était peut-être la bonne solution. Donc, je suis allée faire mon rendez-vous à l'armée, j'ai pris les infos, j'ai fait mon dossier. J'étais prête à partir et le jour où j'avais mon rendez-vous pour déposer mon dossier, il y a le sergent qui m'a accueilli, qui m'a dit qu'il m'avait appelé le matin en fait pour reporter mon rendez-vous, et ce qui fait que j'ai jamais déposé mon dossier pour l'armée. Quelques temps après, j'ai eu un rendez-vous avec Alain Roussel que vous avez dû avoir en cours, je pense, qui était mon tuteur en L3, donc à Louvain-la-Canet. Et je lui ai fait part de mes problématiques. Je finissais ma licence, je savais pas trop quoi faire. Il m'a dit que j'étais bien partie dans les études, donc pourquoi pas continuer avec un DU. Et la problématique des DU, c'est que vous n'avez pas des cours quotidiennement en fait.
je vais vous parler un peu de mon DU après, mais c'était une semaine de cours tous les 2 mois et il y a des DU où c'est que des week-ends. Il fallait bien que j'occupe mes journées et j'ai toujours aimé les projets de création d'événements qu'on a fait avec la STAPS ou dans mon club. Donc je m'étais dit que pourquoi pas tenter le Master 1 en management, c'était un plus pour moi et ça allait occuper un peu mes journées aussi. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Aujourd'hui, je regrette pas et du coup, j'ai eu mon M1 et mon DU l'année dernière. Et cette année, je suis en Master 2, donc j'ai qu'une semaine de cours par mois. C'est un rythme assez cool comme ça, mais en fait, c'est assez contraignant quand on travaille à côté. Donc là, je vais vous parler un petit peu de mes stages. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mon bac en 2011 et du coup, j'ai redoublé ma L2, donc j'ai fait plusieurs stages en L2. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de balayer un petit peu tous les sports. Je savais pas si j'étais intéressée par le foot, mais je savais pas s'il fallait vraiment que je me focalise que sur le foot ou s'il fallait que je voie ailleurs. Et Corinne Moulinaro m'avait conseillé du coup de continuer d'approfondir mes connaissances en athlée pour avoir la base sur la motricité, la course, des choses comme ça, mais de regarder ce qui se passe à côté. Donc j'ai fait mon premier stage à l'Évreux Volleyball, donc club de Pro A. C'était mon premier stage, donc très intéressant sur le plan de la planification, mais surtout de la gestion de groupe. C'est le volley en France, il y a beaucoup de nationalités différentes. Il y avait des clans, je me souviens, il y avait mon coach, enfin le prépa physique, il faisait aussi de la prépa mentale parce qu'il y avait une grosse gestion de groupe à faire. C'était assez complexe et ça m'a beaucoup plu. Et l'année d'après, du coup, j'ai fait mon stage aussi à la Ligue de Normandie la même année. Et l'année d'après, par contre, j'ai fait un stage essentiellement à l'EAC, donc club d'athlétisme avec des athlètes internationaux et des athlètes lambda. Et parallèlement à tout ça, j'étais toujours prof de fitness, donc j'avais, on va dire, mes sportifs du dimanche, sans être méchante, et les sportifs de haut niveau à côté. Et du coup, en L3, j'ai eu l'opportunité de faire mon stage à l'Ovalie-Canaise. Donc, pour vous dire, j'y connaissais strictement rien en rugby. Et j'ai toujours été curieuse de tous les sports, même si le rugby ne m'intéressait pas plus que ça. Et au final, aujourd'hui, j'y suis encore parce que j'ai adoré découvrir ce sport. Et la gestion d'un collectif féminin de haut niveau aussi, c'était assez compliqué et intéressant en même temps. Voilà pour ma petite expérience du terrain en STAPS. Maintenant, je vais vous parler après du DU, à moins que vous ayez des questions sur... On va commencer par nous. Donc, une question. Donc, pourquoi avoir choisi de faire un DU et non un master EOPS, parcours PPMR? Alors, je me suis posé la question, mais en fait, j'avais eu des avis sur les masters qui existaient. Donc, le plus proche, celui de Rouen. J'avais pas eu de très bons retours sur le master. Et moi, ce qui m'embêtait, c'était d'être que dans de la théorie encore 2 ans, du coup. Faire que de la théorie quotidiennement, ça m'intéressait pas. Après, il y a d'autres masters, on en parlera un peu plus tard, qui avaient des systèmes différents où c'était pas des cours hebdomadaires, il y avait une grande place pour la pratique. Mais du coup, le DU, c'était plus professionnalisant parce qu'on était déjà... Enfin, dans l'idée, c'était d'être déjà avec des professionnels de la préparation physique qui venaient compléter leurs acquis. Et j'avais envie de voir autre chose et comme ça, j'ai pu combiner avec le master management aussi. Moi j'ai une petite question aussi. Est-ce que tu envisages d'intégrer vraiment une structure professionnelle ou un club professionnel en tant que préparatrice physique? C'est tout l'enjeu du dilemme, je crois que je vais en parler dans la 4e partie. Si demain j'ai l'opportunité, ce serait dur de dire non, je pense. Après, c'est compliqué, il y a beaucoup de facteurs qui vont déterminer si on peut accepter le projet sportif ou pas aussi. As-tu le temps encore de pratiquer beaucoup de sport ou as-tu dû mettre de côté ton activité? J'ai tout mis de côté. J'ai un objectif de faire plus de 15 minutes de footing par semaine et c'est tout. Et je fais un peu de tennis en loisir, mais là pour l'instant j'ai tout mis de côté. Il y a un moment donné où c'est vraiment dur de lier les deux. Après, peut-être qu'il y en a qui y arrivent. Hein. J'en ai pas vu beaucoup pour l'instant. Dans ta présentation, tu nous as parlé des choix par rapport à ton orientation, par rapport à la préparation physique, tous les sports que tu as pratiqués. Mais pourquoi alors tu as choisi de faire un master en management du sport? Parce que c'est pas le chemin le plus facile pour...
Alors, comme j'ai dit, ça, il y avait des matières en lien avec le management que j'aimais beaucoup sur l'organisation de projets, d'événements. Après, je pense que c'est lié, quoi qu'il arrive, même si demain vous devenez préparateur physique professionnel, il faut savoir s'organiser dans sa semaine ou gérer un groupe, ça fait partie des cours du management. Mais surtout, quand tu as conscience de comment un club est organisé, je pense que quand tu es sur le terrain, tu vois les choses différemment et tu fais comprendre à tes athlètes qu'il n'y a pas qu'un enjeu. Enfin, l'entraînement, c'est pas que l'instant T, il y a tout un processus autour et tout un écosystème autour, je dirais. Est-ce que la salle a des questions? Je continue. Donc, je vais vous parler du DU que j'ai fait. Je crois que vous en avez déjà entendu un peu parler, hein. Donc, c'est le DU de Lyon, DU européen de préparation physique. Donc, pour vous expliquer, l'entrée, elle est assez simple. Il y a un dossier d'inscription en ligne où il demande déjà une structure d'accueil, vos expériences. C'est licence minimum, je crois, pour entrer. Après, il y a des passerelles pour ceux qui ont des BE, des DE, des BP, des choses comme ça et de l'expérience. Le coût, il est de 2600 €. J'ai pas tout payé moi-même. Il y a mon club Louvalie-Canes qui a pris une partie en charge. Après, il y a des aides à droite à gauche. Je sais que quand le club prend en charge, c'est un coût plus élevé, mais en tout cas, ça s'anticipe. Mais tous les DU sont payants et il y a quand même des aides pour financer votre formation. En termes d'organisation, donc j'avais une semaine de cours tous les 2 mois. Donc le DU est basé à Lyon, mais il est en partenariat avec l'Université de Lausanne et l'Université de Bruxelles. Donc on a commencé la formation avec une semaine à Lyon de présentation où il y avait l'ancienne promo en même temps, ça permettait de faire le lien, de savoir ce qu'ils avaient fait. Il y avait vraiment des profils, bon, c'est un DU qui est normalement sport co, mais il y avait des skieurs, des athlètes, il y avait, je me rappelle, un coach de bobsleigh aussi, et après beaucoup de foot, un peu de rugby, un peu de basket, voilà, ce qu'on voit le plus souvent. Et donc, deuxième séminaire, c'était à Lausanne, donc une semaine à Lausanne, sur le plus grand campus sportif européen. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai mis des photos après. Et l'université de Bruxelles, donc avec des gens très compétents sur tout ce qui est sciences du sport. J'ai vraiment été impressionnée des intervenants qu'on a eus. Donc vous avez des profs de la fac qui viennent vous faire cours et vous avez des intervenants professionnels, des coachs dans les clubs à leur compte. On a aussi eu d'anciens athlètes. Donc, ce qui était intéressant pour moi, c'était surtout le lien entre la pratique et la théorie. On avait toujours un cours et après on allait au dojo, sur le terrain pour vraiment mettre en pratique. Je pense que c'est ça aussi la différence avec les masters où on a peut-être moins de temps ou moins les personnes pour faire de la pratique juste derrière. Et si je dis pas de bêtises, voilà. J'ai mis du coup la validation du diplôme. Donc, vous avez des séminaires donc toutes les 2 semaines. Souvent, les gens travaillent à temps plein à côté ou compliqué. Donc, compliqué d'avoir des examens sur tous les intervenants. C'est pas leur but. Ils viennent partager votre expérience. Vous prenez ce que vous pouvez et ce qui vous intéresse parce que il y a des skieurs qui n'avaient pas forcément besoin de ce qu'on a vu en sport co sur l'intermittent du foot, des choses comme ça. C'était peut-être pas pour eux, mais en tout cas, il y en avait pour tout le monde. Et après, le jour de l'examen, c'est vraiment spécifique à votre matière. Vous avez un jury spécifique par discipline. Donc, il y avait un mémoire de stage à faire. Donc, c'était surtout faire un récap de toutes vos séances et votre logique d'entraînement. Et puis, détailler votre groupe. C'était ça qui m'a pris le plus de temps. Donc, chaque joueuse, la morphologie, son expérience, des choses comme ça. La planification annuelle et donc toutes les séances, comme je vous l'ai dit. J'ai eu un oral sur mon mémoire où il fallait que je parle plus spécifiquement d'un point sur lequel j'étais attachée. Moi, pour ma part, j'étais sur des U18 élite en rugby et j'ai développé... donc mon oral, c'était sur le développement de la motricité chez les jeunes joueuses. Donc là, on fait la partie théorique avec les données que vous avez vues là en licence, je dirais. Parce qu'en DU, de la pure théorie, on n'en a pas eu beaucoup. Et après, du coup, je devais démontrer comment ça se passait sur le terrain, en termes de séance et en termes d'objectifs. Donc, on a eu un QCM, donc c'est vraiment un dominante physiologique, même s'il y avait quelques questions sur des intervenants qu'on a eus. C'était de la pure physio pour le coup.
là, c'était intense. Je pense que un peu comme la physio en L1, je dirais. Et ensuite, on a une dernière orale. Donc, orale de mise en situation, vous avez un sujet que vous tirez au sort sur votre pratique et vous avez du coup 20 minutes de démonstration. Donc, cette année, nous, ça s'est fait au tableau. Il fallait démontrer au tableau notre séance. Mais je sais qu'il y a les années précédentes et ils veulent refaire ça cette année. C'était une vraie séance que vous mettez en place avec les gens de votre promo. Donc, pour vous donner un exemple, moi, je suis tombée sur la récupération post-match à J+1 avec un groupe professionnel. Et du coup, là, vous imaginez avec tous les outils que vous pouvez avoir dans un staff pro, la séance rêvée qui ne se fait jamais en vrai, mais bon, comme si vous aviez tous les outils. Donc voilà comment ça se fait. Et ça se valide que si vous avez 10 partout, minimum. Il y a pas de... On ne peut pas compenser d'une matière à l'autre. Il y a une séance de rattrapage qui se fait... donc moi, j'ai passé l'examen en août et il y avait une séance de rattrapage en décembre. Voilà. Et par exemple, je sais qu'il y en a, ça fait 4 ans qu'ils sont inscrits au DU et qui ont encore des modules à valider. Donc, par contre, vous repayez. Hein. Vous ne repayez pas les 2600 €, mais vous repayez les frais d'inscription à la fac si jamais vous voulez valider votre diplôme. Mais bon, c'était pas si compliqué que ça. Moi, j'avais la peur de ramer parce que donc j'ai fait sur le rugby et ça fait que 3 ans que je suis dans le rugby, donc j'étais pas une experte et j'étais face à des experts quand même. Après voilà, je suis allée sur le développement de la motricité chez les joueuses. Faut pas aller sur des sujets que vous maîtrisez pas non plus, je dirais. Ouais, j'ai mis quelques images du DU, je sais pas pourquoi elles se tournent. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc là, c'est des outils qu'on avait eu à Lausanne. Ils sont vraiment à la pointe de la technologie en sport. On a vraiment eu la chance de voir plein de choses. Donc là, pour vous donner un exemple, c'était un cours sur la réathlétisation après les croisés. Et c'était un footballeur professionnel de Lausanne qui était là. Il était avec son kiné et puis son préparateur physique. Et oui, aussi Lausanne, c'est ça. C'est tous les matins on se levait, on allait en cours, on marchait à côté du lac Léman, donc ça fait du bien de voir autre chose aussi. Bruxelles, c'était un peu plus moche, mais j'ai vu en tout cas des belles séances aussi. En tennis, on a eu, c'est Goffin, je crois, le genre de tennis qui s'appelle. On a eu le préparateur physique de Goffin, il nous a fait une séance avec lui. Et on a pu tester tout ce qui était en lien avec la masse graisseuse. Ils avaient toutes les nouvelles machines pour mesurer la masse graisseuse, des choses comme ça. Ils nous ont vraiment mis dans leur labo. On a pu voir plein de choses en détail. Je n'ai pas toutes les photos, malheureusement. Et j'ai mis quand même des séances à Lyon, parce que Lyon, il fait meilleur qu'ici quand même. Et du coup, on avait la chance de faire des séances en plein air juste après la théorie en cours. Donc ça aide aussi à rester éveillé parce qu'on se dit qu'après on met les baskets et on va sur le terrain. Et on avait des experts en musculation, ce qu'on n'a pas toujours à la fac et c'est compliqué de se former, je dirais, vraiment sur la musculation à la fac. Et là, on a eu... Ouais, c'est pas sur un semestre de Casem qu'on devient, en tout cas qu'on peut, je pense, encadrer toute une équipe en musculation, à mon avis. Et du coup, on a eu c'était un cours avec un Libanais qui était expert en haltérophilie. Donc voilà, c'est des moments où tu peux tester et c'était vraiment top. Donc je vous ai mis les diplômes que je connais et dont la réputation est validée, je dirais. Et par rapport aux collègues que j'ai ceux que je connais le mieux et enfin, en tout cas ils sont validés, on va dire. Donc le DU de Lyon, je vous en ai parlé, 2600 €. Donc c'est préparation physique, sport co et réathlé, même s'il y a des skieurs, des athlètes. Donc un séminaire tous les 2 mois. Il y a eu le DU de Dijon qui est pas mal connu, donc c'est au labo de Cometti. Donc un peu plus cher, mais je pense que en termes de contenu c'est pas mal. Et du coup c'est 1 semaine de cours et après c'est des week-ends. Là c'est une organisation différente encore. Et après les 2 masters dont j'ai entendu parler et qui était validé, c'était le master de Lyon. Donc lui, il s'organise c'est 1 semaine de cours et 1 semaine où vous êtes libre pour faire vos préparations, enfin votre planification, vos séances. Et je crois que c'est du M1 ou M2, c'est cette organisation-là.
le master de Montpellier où je sais qu'il y a une spécialité prépa mentale aussi maintenant, je sais plus comment ça s'appelle. Et par contre, en termes d'organisation pour le stage, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça. Fallait avoir du coup enfin, c'était du haut niveau. Après, c'est eux qui jugeaient si l'équipe en valait la peine. Et c'est plus de 200 heures, je crois. Plus de 150 heures, mais c'est tout. C'est tout ce qu'ils demandaient. Après, moi, j'ai fait un... Ouais. Théoriquement, c'est ce qu'ils demandent. Après, il y avait des adjoints en prépa physique et ça l'a fait aussi. Donc après, je pense que c'est par rapport au parcours personnel et le projet. Moi, j'ai dû faire un dossier en expliquant d'où je venais, que je faisais un master en management parallèlement et pourquoi j'avais choisi ce DU-là. Donc voilà. Moi, j'ai une question. J'écoute. C'était pour savoir si le DU il est bien reconnu dans le monde pro. Enfin, qu'est-ce qui t'a apporté en plus de la licence si c'est vraiment bien de le faire ou si on peut le faire sans. Moi, ça a vraiment été un plus sur la pratique, parce que la théorie, pour mon mémoire, je me suis beaucoup appuyée sur mes cours de licence. Après, voilà, j'ai pas mal lu aussi, et c'est surtout sur la pratique. Parce que là, quand on a des cours théoriques, des fois, on nous dit pour faire de l'intermittent, il faut tant de temps de récup, des choses comme ça, ou de la muscu, il faut récupérer 1 minute entre tel et tel exercice. Quand tu es vraiment dans ta séance, des fois, tu vois bien qu'il y a des adaptations à faire, et ça, dans la théorie, tu le vois pas, alors que là, on l'a vraiment vu. Et ce qui était intéressant, c'est vraiment de voir des professionnels de très haut niveau qui nous expliquaient leur quotidien. Moi, ça a vraiment été un plus. Après, reconnu, je dirais oui quand même. Là, je suis au Stade Malherbe. Les 2 prépas physiques, c'est ce DU-là qu'ils ont. Après, à l'Ovalie-Canet, c'est pareil, c'est ce DU-là. Mais je sais que dès que j'ai parlé à des professionnels et que je leur ai dit que je faisais celui-ci, ils étaient, enfin, la réputation du diplôme fait aussi sa valeur, je pense. Et après, c'est les intervenants et j'ai pas été déçue pour le coup. Après, est-ce qu'on peut faire sans? Je pense qu'on peut toujours apprendre tout seul. Il y a les livres, il faut aller au contact des gens, du terrain. Mais il y en a plein qui se sont formés comme ça. Ils sont très bons aussi aujourd'hui. Ouais. Donc, tu nous as dit qu'il y avait une semaine des 2 mois, c'est ça? Ouais. Donc, par rapport à ton organisation, comment tu... Alors, c'était assez complexe, sachant que je me suis engagée dans le master en management. Donc, par rapport à ça, j'étais allée voir le prof déjà du master pour le prévenir que je faisais ça à côté. Donc, j'ai eu un statut aménagé par rapport à ça. Ensuite, par rapport à ce que je faisais à l'Ovalie-Canet en entraînement, j'anticipais toujours par rapport à mes séances mes séances que je ratais. Et sinon, pour mes déplacements, j'avais la chance d'avoir ma sœur sur place, donc ça aidait. Sinon, la plupart des gens qui faisaient le diplôme et puis faisaient de la colocation entre eux, il y avait des gîtes de louer, des choses comme ça, parce que 2600 €, c'est le prix du diplôme. Après, il y a le transport et la bouffe à prendre en compte quand même. Donc après, ça s'auto-organiser quand on s'inscrit, quand on valide son inscription, il y a je crois que c'est la secrétaire du diplôme qui met en lien les gens qui habitent dans la même zone pour faire du covoiturage, des choses comme ça. Si c'est ça que tu voulais savoir. T'as expliqué que tu avais fait des séminaires à l'étranger. Est-ce Ouais. que justement, pour nous, en tant qu'étudiants, tu nous conseillerais de partir à l'étranger étudier ou découvrir, notamment pour la préparation physique, pour découvrir d'autres cultures? Alors, étudier totalement à l'étranger, pourquoi pas. Après, je pense que c'est bien de prendre conscience du système dans lequel on est aujourd'hui. Enfin, après, peut-être qu'il y en a qui sont plus experts que d'autres, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est faire la comparaison tout de suite entre les deux. Et je sais que j'avais encore besoin d'une année à l'Ovalie-Canet pour prendre conscience de toutes les problématiques de terrain. Mon stage de licence 3, ça aurait pas été assez. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai l'objectif de partir à l'étranger plus tard, enfin, même si c'est sur quelques temps, voir comment ça se passe. Donc, ouais, ça, je conseille à tout le monde de partir. Genre. Et pour tes séminaires, les thèmes, ils sont larges ou ils sont vraiment spécifiques? Ils sont les intervenants, enfin, alors à chaque fois ils mettaient une semaine où ils essayaient de donner un thème, mais c'était toujours, ça partait un peu dans tous les sens, ça dépend des intervenants et puis c'est une organisation compliquée.
Donc on a eu des intervenants qui nous ont parlé vraiment de choses très spécifiques. J'ai eu l'arrêt attelé pour l'épaule ou pour le genou. Donc là, c'était vraiment purement anatomique et spécifique. Après, on a eu des cours plus larges sur l'intermittent où là, tu passes du tout au tout. Donc il y avait vraiment de tout pour le coup. Ouais, alors j'ai eu un financement du rectorat, c'était en lien avec le travail de ma mère, c'était un peu compliqué. Mais sinon, ouais, il y a la région qui finance sur dossier. Après, moi, c'était en Haute-Normandie à l'époque, je n'ai pas commencé en basse. Mais Maintenant, c'est la Normandie. ouais, oui, maintenant c'est la Normandie. S'ils ont gardé cette aide-là, ouais. Après, je sais que, pour donner des exemples de ceux qui étaient financés, il y en a qui étaient financés par Pôle emploi aussi. Donc il y a des portes à aller voir par là. Et ouais, non, c'est tout. Donc comment j'ai été amenée déjà au statut? C'était, enfin pas par hasard, mais presque. Donc c'était l'été 2016. J'ai un ami qui est animateur à la ville d'Évreux qui donnait des séances de cross-training et qui voulait que j'intervienne avec lui parce qu'en fait c'était la ville qui mettait enfin, des séances ouvertes, donc c'était gratuit. Donc un été à Évreux, en plus il faisait chaud, qu'il y avait pas mal de monde et il pouvait plus s'occuper des jeunes tout seul, donc il avait demandé à ce que j'intervienne. Et la ville voulait pas me faire de contrat et il a fallu que je me mette à mon compte. Donc j'ai commencé à fouiller un petit peu partout. Il y avait le statut d'indépendant, auto-entrepreneur, c'était assez complexe pour moi. Et en fouillant, j'ai vu que le statut d'auto-entrepreneur, c'était pas mal, en tout cas en termes de gestion, c'était pas compliqué. En termes de coûts, de taxes, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc ça me permettait de faire tout ce que j'ai mis là, le coaching privé, coaching de groupe, prestations pour les collectivités, services en récupération et développement d'une cellule testing, je vous en parlerai après. Parce que j'avais déjà ma carte professionnelle, je sais pas s'il y en a qui ont fait la demande. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de faire preuve de fitness dans les résidences universitaires. Je vous ai mis, de toute façon, on va développer ça après. Mais du coup, j'avais déjà ma carte professionnelle. Donc ça me donnait les droits d'éducateur sportif. Et du coup, si je dis pas de bêtises, le DUG, il autorise à faire des séances non compétitives. Donc j'avais commencé. Pauline me valide, c'est ça? Ok, voilà, je dis pas de bêtises alors. Et du coup, donc j'avais déjà ça, donc ça me donnait une certaine crédibilité. Et donc avec la licence, j'ai rajouté une compétence à ma carte. Et du coup, derrière, j'ai fait la demande du statut d'auto-entrepreneur. En vrai, même si on n'a pas la carte, on peut faire la demande. De toute façon, je pense que vous êtes au courant, il y a plein de coachs aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'ils ont comme diplôme. Quand vous avez moins de 25 ans, il y a la demande d'ACRE qui est à faire. En fait, quand vous déclarez vos revenus d'auto-entrepreneur, normalement la taxe elle est à 25%, 23-25%. Et en fait, quand vous avez le statut d'ACRE, la première année vous êtes taxé que 5%, la deuxième année c'est 10%, la troisième année c'est 15%. Donc c'était pas mal pour moi qui commençais. Et si vous gagnez pas d'argent, vous payez, enfin vous n'avez pas de taxes, vous n'avez pas de compta, enfin des comptes à rendre, oui, mais vous n'avez pas d'argent à donner et les démarches elles sont assez simples. Donc pour la carte professionnelle, je vous donne le diapo après de toute façon, donc le lien il est là, c'était assez simple. Encore maintenant tout est en ligne, moi je suis allée à la DRJS faire mon dossier, donc je l'avais téléchargé, je l'avais rempli, j'avais photocopié ma carte d'identité, donc ma validation du DUG, un certificat médical et une photo, et j'ai eu ma carte comme ça. Et du coup, l'année d'après où je valide ma licence, j'ai juste apporté ma licence, oui, ma validation de licence avec un nouveau certificat. Et du coup, à mon compte, ils ont rajouté cette compétence-là, où là, avec la licence, on a le droit d'entraîner pour la compétition, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà. Et du coup, le statut d'auto-entrepreneur, donc les démarches elles se font aussi en ligne, c'est un petit dossier à remplir. Donc là, par contre, c'est un peu plus long parce qu'il y a plein de questions, mais c'est des questions administratives, c'est rien de compliqué. Et pour les obligations, donc vous avez vos revenus à déclarer tous les 3 mois. Donc ça se fait en ligne, c'est assez simple. Et vous avez juste à ne pas dépasser 70 000 € de chiffre d'affaires. Mais quand vous en arrivez là en tant qu'auto-entrepreneur, je pense qu'il y a autre chose à développer, je dirais. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu plus ce que j'ai fait en... Ah oui, non, j'ai oublié ça.
Je ne l'ai pas mis dans mon CV parce que c'était un plus et je m'en suis servi, mais pas plus que ça. Il y a un statut d'étudiant entrepreneur qui existe, qui se fait dans toutes les villes universitaires, et c'est l'IAE qui s'en occupe ici. C'est un dossier à faire en ligne, ou si vous avez un projet, là je vais parler du mien, mais faire du coaching, en fait, il vous accompagne dans vos démarches et il vous aide à faire un vrai business plan si vous avez des choses à développer, ou vraiment réfléchir à votre organisation, votre communication. Il y a des espaces de coworking qui sont dédiés à l'IAE. Et vous avez des cours, je crois que c'est 2 heures de cours par mois sur différentes thématiques autour de l'entrepreneuriat. Donc c'est assez large parce qu'il y a des projets divers. Je sais que moi, quand j'ai commencé, il y avait un étudiant qui voulait créer un food truck. Donc on s'est retrouvés sur des logiques de communication un peu pareilles et des fois c'était totalement différent. Et en tout cas, s'il y en a qui ont envie de se lancer, qui ont besoin d'accompagnement, c'est quelque chose que je conseille. Donc ça, c'est gratuit, ça se fait à l'IAE. J'ai mis le lien là aussi pour présenter son dossier. Et il y a un diplôme, je l'ai mis ? Oui. Il y a un diplôme qui s'appelle le D2E, donc diplôme d'étudiant entrepreneur, qui se fait. La validation, c'est le fait de présenter l'évolution de son projet. On va dire que c'est donné si vous avez vraiment une vraie idée. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu ce que je fais moi en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je travaille avec 2 amis, un qui est coach sportif et une qui est kiné et qui, grâce à son diplôme de kiné, a la carte d'éducatrice sportive santé, si je dis pas de bêtises. Donc, on a développé 3 pôles. Le pôle de la préparation physique, le pôle de la récupération et on souhaite développer notre pôle de testing physique. Donc sur la prépa physique, par contre, juste quelle heure il est ? Je parle trop ou pas assez ? Ok. Sur le pôle de la préparation physique, on avait comme volonté le sport de haut niveau dans un premier temps, ensuite le sport pour tous et puis le sport loisir événementiel. Je vais vous détailler un petit peu tout ça, même si tout est un peu lié. Des fois, on avait des clients qui étaient sur nos événements sport pour tous et sport haut niveau ou inversement. Donc sur le pôle sport de haut niveau, l'année dernière, du coup, on a créé des stages de pré-saison, à destination des sportifs. Bon, j'ai mis bon niveau parce qu'on avait de la N3 en foot. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du haut niveau, mais ça reste du bon niveau. Donc, on a fait aussi des stages de pré-saison pour le basket et le hand. On les avait réunis ensemble. Donc là, c'était sur une semaine où, du coup, on proposait vraiment une remise à niveau sportive avec un petit peu de séances spécifiques à leur discipline quand même, sinon, c'était le but aussi. Sur ces événements, sur ces organisations-là, j'avais la chance d'avoir mon club d'athlètes qui me soutient dans mes projets. On avait fait une convention, ce qui me permettait d'avoir accès à tout leur matériel et la piste. Donc, ce qui est un avantage important quand on se lance là-dedans, c'est d'avoir des appuis autour de soi, ou de l'argent. C'était plus des appuis. Et du coup, sur les séances individuelles, on a eu la chance d'avoir des sportifs là de haut niveau. Donc, on a eu une joueuse de Ligue 2 en basket, des joueurs qui jouent en Angleterre, donc en Championship et en D3, un joueur qui joue en Grèce et puis des athlètes en athlétisme. Donc, faut pas se mentir, c'est le réseau qui aide, mais c'est ce qui nous a donné de la crédibilité aussi. Donc, surtout rester en contact avec vos potes qui sont très bons en sport, je dirais. Et pour l'objectif 2018, on aimerait faire des partenariats avec des clubs locaux, mais vraiment pour faire leur pré-saison globale. Là, c'était un petit peu qui veut, et puis c'était un peu compliqué des fois à gérer, sachant qu'il y avait des niveaux différents. Mais sur une pré-saison d'un club, je pense qu'on pourrait se structurer davantage. Et du coup, grâce à ce réseau-là, on a eu d'autres demandes de sportifs de haut niveau, et on souhaite développer ça et toucher un peu autre chose que le foot et le basket. Du coup, sport pour tous, là justement c'est mon collègue qui est animateur à la ville d'Évreux. Ça, c'est des séances qui sont gratuites, donc ouvertes. Donc l'objectif, nous, c'était de récupérer des contacts parce qu'on n'allait pas faire payer des séances, sachant que c'est la ville qui mettait les gymnases à disposition. Donc là, l'idée, c'était de faire venir un maximum de gens d'Évreux pour que nous, derrière, on puisse leur proposer d'autres activités, donc là, payantes, et du coup, plus
pas quoi, je saurais pas comment dire. Là, c'était assez simple parce que c'est des sportifs lambda, il y a des sportifs confirmés. Donc, on voulait proposer d'autres activités. Et l'objectif l'année prochaine, comme j'ai mis là, c'est, enfin l'année prochaine, cette année, c'est d'avoir de plus en plus de clients et vraiment de tout type, parce que là, c'était notre génération, c'était beaucoup nos potes et les potes de nos potes, et on voulait vraiment toucher un public plus large, donc des personnes plus vieilles et puis d'autres horizons aussi. Ce qu'on a créé l'année dernière, donc c'était ce petit événement. On a eu la mairie derrière nous, donc Get Ready to Move. On a fait 3-4 séances. Donc l'idée, c'était de faire des sessions collectives de sport dans la ville. Donc le prix était de 5 €, c'était ça. Et on proposait du coup une séance de sport collectif et on faisait des petits jeux sportifs. Et à la fin, on proposait un petit goûter. Et on avait des appareils électrostimulation, du Blue Tense, ce qui permettait de faire de la récupération. Puis on faisait une séance d'étirement, donc c'était vraiment un après-midi cool où on présentait ce qu'on savait faire et là du coup on montait en compétence par rapport à la séance que vous avez vue juste avant. Là on montrait que quand on paye on a un peu plus qu'une séance classique, c'était l'objectif aussi. Et on a fait des soirées, pareil, c'était en lien avec la mairie, donc c'était gratuit, des soirées sportives, mais sous forme de défis. On avait fait différentes équipes, un peu à la Koh-Lanta, et on faisait des petits jeux sportifs comme ça, ce qu'on appelle team building dans les entreprises. Donc l'objectif 2018, c'est vraiment que cet événement devienne partenaire de la ville et qu'on ait leur appui et plus de moyens. Parce que là, pareil, c'est mon club d'athlètes avec notre partenariat qui nous laissait le matériel, donc c'était un peu plus pratique, mais des fois quand on veut aller un peu plus loin, on ne peut pas se permettre de prendre leur matériel, ou si c'est sur une journée de compétition, c'est pas possible non plus. On veut toucher un public plus large, comme je vous l'ai dit, et puis démarcher les entreprises pour tout ce qui est team building. On sait que c'est un peu la mode aujourd'hui, et on a vu que ça fonctionnait bien avec des sportifs, des non-sportifs, donc vraiment aller sur cette base client. Alors sur le premier, on était à 35 personnes. Après, selon les jours, des fois on a fait des mauvais jours, le minimum on était à 15. Après, comme j'ai dit, en termes d'investissement financier, on mettait pas grand-chose. Donc dans tous les cas, c'était rentable pour nous. Et puis on se faisait connaître quand même et on montrait qu'on continuait nos événements. Donc un autre axe de développement, c'était... Ah pardon, t'as une question? Ouais, du coup, auto-entrepreneur, c'est une personne? Ouais, donc là, comme on a tous le statut, en fait ce qui se passe c'est que moi je fais les factures et après je redistribue, ils me refont une facture. Enfin, c'est une gestion complexe, mais quand il y a des événements globaux, c'est comme ça que ça se passe. Mais sinon chacun est à son compte. Il y avait une autre question avant, non? Ça prend combien d'heures par semaine à peu près de s'occuper de ça, sachant que tu as déjà le master et... Bonne question. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en stand-by là, on va reprendre, par exemple, cet événement-là et on va le reprendre au mois de mai. Sur la communication, ce qu'on fait, c'est que moi, je parle de mon équipe de rugby que j'ai au quotidien. Et mon collègue, il a une équipe de basket aussi. Et il fait les séances de cross-training là, que je vous ai mis. Mais sinon, là, en ce moment, on fait pas grand-chose. Hein. J'ai mon master à finir et un peu compliqué. Mais l'objectif, c'est de cet été pouvoir refaire au moins un stage de préparation physique. Faire ces événements-là, on les fait sur les week-ends. Donc après, par contre, on est toujours au téléphone en train de s'envoyer des mails pour les infos. Mais sinon, ça, en termes d'organisation, c'est pas très compliqué. L'objectif, c'est de démarcher les entreprises maintenant pour tout ça. Alors, on a déjà créé nos plaquettes pour les démarcher, mais là, j'ai pas cherché compliqué. J'étais sur Word ou Publisher, je sais plus, pour faire mes affiches. Le pôle récupération, du coup. Donc, j'ai une amie qui travaille avec moi qui est kiné en centre de rééducation. Et l'idée, c'était de proposer nos services en récupération lors des tournois là-bas, c'est ce qu'on s'était dit. Donc ça, c'est l'année dernière, on a été à 2 tournois de basket où en fait, pendant leur match, les joueuses et joueurs venaient nous voir et quand il y avait besoin d'un strap, on le faisait. On a mis l'électrostimulation, je pense que c'est plus fun que vraiment... je sais pas s'il y avait un vrai effet sur le terrain après, mais bon,
Ouais, c'est plein de choses comme ça. On avait ramené des balles de tennis avec des rouleaux d'automassage pour présenter à quoi ça servait, des choses comme ça. Et du coup, pour l'électrostimulation, on a fait un partenariat avec Bluetense, donc c'est les concurrents directs de Compex, si vous connaissez. Donc voilà, et puis les étirements, c'était surtout discuter, montrer ce qu'on savait faire et toujours cette question de réseau, de bouche à oreille pour se faire connaître. Et l'objectif l'année prochaine, c'est d'aller dans d'autres sports que le basket. On ne sait pas trop si c'est jouable encore, les tournois de foot, on n'a pas trop tenté encore. Et se former sur le tape, parce qu'aujourd'hui, on voit tous les sportifs avec des bandes bleues, roses et tout. Pareil, je ne sais pas si ça a un réel effet, mais en tout cas, si on veut se développer sur cette branche-là, je pense que c'est important. Et du coup, la récupération pour les clubs sportifs, on n'en a pas du tout fait en 2017. Et l'objectif, ce serait avec du coup Annelle, ma pote kiné, de faire des interventions dans les clubs pour présenter tout ce qui est récupération. Et comme je vous l'ai dit, l'automassage aujourd'hui, moi, dans le DU, j'ai été formée là-dessus. Et je sais qu'au quotidien, mes joueuses, je les oblige à faire ça. Mais c'est des choses que tous les clubs ne connaissent pas. Et je pense que c'est des choses simples qu'on peut mettre en place n'importe où. Est-ce que vous avez des questions sur la récupération? Parce que je passe à autre chose après. Non, c'est bon. Et du coup, je sais pas si on va le faire en 2018, je pense pas. Mais l'objectif à long terme, moi, ce qui me tenait à cœur dès le début, j'avais cette idée-là. Je voulais investir dans du matériel de testing physique, donc l'optojump, les cellules, cardiofréquencemètre, les cellules WITISM, je sais pas si vous connaissez pour la prise d'infos. Et en fait, l'idée, c'était de proposer au club, du coup, de faire leur test physique en début de saison ou fin de saison, mi-saison, selon les budgets. Et là, on a travaillé depuis 1 an, du coup, avec l'IAE, le diplôme d'étudiant entrepreneur, sur le business plan, parce que ça coûte un bras. Avec l'optojump, je crois qu'il a 3 000 €. Donc si j'investis dans du matériel comme ça, l'idée c'était de le rentabiliser, même si j'allais l'utiliser avec mes joueuses, faire 3 séances de test dans l'année pour dépenser 14 000 € pour faire 3 séances de test dans l'année, c'était un peu beaucoup, même si je travaille à droite à gauche, je voulais pas m'endetter pour ça. Et du coup, l'idée, je pense que ce sera plus l'année prochaine, ce serait de démarcher les clubs pour leur proposer vraiment des formules selon les sports, les budgets des clubs aussi, et pouvoir faire au moins 2 séances de test dans l'année. Et voilà, après, pourquoi pas développer la préparation physique pour ceux qui en ont besoin, ou là, les démarcher pour les séances de récupération, par exemple. Développer des partenariats, des conventions avec des possesseurs d'équipements. Je vois par exemple l'optojump. Je sais que la Ligue de Normandie a 2 optojumps qui dorment dans les placards toute l'année. Ils sont sortis des placards, déchirés, je me dis. Mais clairement, le CPS, c'est une bonne. On a un optojump, il est dans un placard, on va bien. On sort 2 fois pour faire des tests, et puis termine. Donc c'est effectivement plus, 3 000 € ou plus. Les cellules, pareil. Le nombre d'utilisations. Enfin, moyen de mutualiser à ça réfléchir. Là, on a regardé si on l'achetait nous-mêmes, ce que ça donnerait. Après, l'année dernière, on s'est demandé si justement on faisait participer les clubs avec qui on allait travailler. Mais après, quand ils participent, ça veut dire qu'ils ont aussi le matériel à disposition. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça. On s'est demandé si on pouvait pas faire des partenariats avec les clubs, mais aussi louer le matériel. Après, c'est le business plan, c'est là que le management intervient, c'est qu'il y a plein de paramètres à voir sur les prix. Enfin, même là, je vous ai montré les prix, ça a l'air simple sur le site. C'est simple à écrire, mais définir un prix d'une séance de sport, des choses comme ça, c'est tout un casse-tête. Et là, l'accompagnement que j'ai eu à l'IAE m'a aidé. Parce que du coup, j'ai appris à regarder ce qui se faisait ailleurs, voir si c'était rentable pour moi, des choses comme ça. Et là-dessus, du coup, si on investit, en tout cas, il va falloir faire attention. Si on fait des partenariats, il faut bien déterminer les limites et derrière le coût sur lequel ça reviendrait. Mais bon, je pense que j'ai été optimiste. On va mettre objectif 2019. Ce ne sera pas cette année. Mais ça me tiendrait vraiment à cœur. Là, ça rejoint tout ce que j'ai vu en prépa physique. Le management du sport aussi, et être au quotidien dans la curiosité d'autres sports et à m'adapter à toutes les pratiques.
Et donc, pour en revenir à mes perspectives, c'est les réponses que je vous ai données tout à l'heure, c'est grand point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, du coup, pour la prépa physique en club, moi j'ai envie de rester à l'Ovalie-Canès. Je sais pas si Alain vous a développé le club ou juste la planification qu'il faisait, mais c'est un club, enfin j'y suis attachée, j'ai grandi on va dire, en préparation physique surtout là-bas. Et le club normalement va remonter cette année, donc ça donne d'autres objectifs. On a une section sportive qui risque d'apparaître. Après j'ai envie de découvrir d'autres pratiques, moi je suis très curieuse. Donc là, je suis un peu trop dans ma zone de confort, je trouve. Il faut que je découvre encore un autre sport où, quand j'aurai le temps de pratiquer, j'ai envie de tester plein de trucs, dont le bobsleigh d'ailleurs. Et sur le statut d'auto-entrepreneur, je vais pas reparler. Je viens de vous montrer tout ce que j'ai envie de faire en 2018 et 2019. Et au SM Camp, du coup, j'en ai pas trop parlé. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis sur le double projet. Donc, c'est vraiment la relation terrain et scolaire. Je pense que c'est une problématique qu'on a dans tous les sports, en tout cas en formation dès qu'on arrive au haut niveau. À un moment donné, si vous voulez que votre sportif il performe, on va lui demander plus d'entraînement ou plus de concentration là-dessus, sauf qu'il y a toujours un projet derrière, qui soit scolaire ou même éducatif des fois. Donc moi actuellement je fais mon mémoire là-dessus encore et en lien avec les rythmes chronobiologiques par exemple des sportifs pour voir quelle adaptation serait la meilleure. Donc je pense que l'objectif c'est vraiment de connaître tout là-dessus, pourquoi pas aller dans un autre club derrière. Et au SM Camp, je vous avoue, quand je suis arrivée en stage l'année dernière, j'avais en tête quand même d'aller sur les terrains un petit peu. J'y suis allée, mais pas beaucoup, parce que je vais développer après, mais une fille dans un club pro de foot, c'est compliqué des fois. Donc j'ai fait les tests physiques des sportifs qui venaient à l'essai. Là récemment, je suis allée sur le terrain avec la préformation parce qu'on avait une délégation de Canadiens qui arrivait. Mais sinon, c'est compliqué d'intégrer le terrain, donc je vais au SM Camp, je pense que je vais rester là-dessus. Par contre, même si je peux pas en dire trop, je voulais les mettre quand même. Il y a un projet féminin qui va arriver d'ici quelques mois ou quelques années, on verra. Donc par contre, là, je compte bien me positionner et sur le terrain et en dehors. Et là, du coup, ce serait un poste à temps plein dans un club pro. Et là, je suis pas sûre que si j'ai ce poste-là, je pourrais continuer tout ce que je fais à côté. Mais bon, ça reste du moyen long terme pour l'instant. Il fallait quand même que je parle des mauvais côtés. Donc, comme je vous l'ai dit, une femme dans le sport pro, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, plus que quand moi j'y étais en licence quand même. Je sais pas dans quel secteur vous êtes, mais en tout cas, pour se faire accepter, affirmer, c'est compliqué. Là, je vois, je suis dans un club, je suis même pas sur le terrain. Et voilà, ça reste assez compliqué. Donc, le temps de travail, c'est pareil. Concrètement, j'ai pas trop de vie sociale en ce moment. Et là, je me donne à fond dans mes projets parce que ça me plaît. Mais quand vous êtes quand vous suivez vraiment une équipe, donc tous les soirs, tous les week-ends, à un moment donné, c'est chaud. Là, j'ai 24 ans, j'aimerais bien me caser un jour aussi, donc partir tous les week-ends, toutes les soirées, ça, je pense que ça va poser problème à un moment. Et du coup, la place de la préparation physique dans une saison sportive, je pense que moi, j'ai la chance d'avoir un coach là actuellement qui est super ouvert sur tout ce que je fais. Après, je suis sur des U18, ça reste important le développement à cet âge-là. Mais je sais que pour avoir eu pas mal d'exemples, le prépa physique il passe souvent en dernier, alors que l'impact qu'il peut avoir sur le résultat sportif est plus ou moins important selon les niveaux et la pratique. Mais on a encore une place à se faire gérer sur le terrain qui est pas évidente et qui est pas toujours acceptée en tout cas. Les postes à temps plein sont assez rares. Enfin, personnellement, j'ai pas vu d'annonce. À chaque fois, c'est des gens qui arrivent parce qu'il y a eu du bouche à oreille ou des choses comme ça. J'ai pas vu de poste. Et la concurrence des pseudo-coachs. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous les réseaux sociaux. Vous voyez bien qu'il y en a plein qui coachent à droite à gauche et on voit des postures, des choses vraiment bizarres des fois. Et malheureusement, c'est celui qui va avoir plus de followers, qui aura plus de crédibilité que celui qui a une licence TAPS. Maintenant, moi, ma licence TAPS, ça m'a permis de voir plein de sports. Je vais pas parler de ce que je fais dans mon contenu de séance, parce que je vous avais des cours là-dessus, mais je vois au rugby, moi, j'y connaissais rien. Il y a des séances que je mène aujourd'hui parce que j'ai fait de la lutte à la fac et je sais qu'il y a un lien entre quand tu es dans une mêlée et quand tu dois arracher le ballon et ce que j'ai fait en lutte. Enfin, c'est un exemple comme ça, mais
cadrage débordement au rugby, il peut être assimilé des fois à un crochet au foot, des choses comme ça. Je pense qu'on a un regard plus large que des coachs qui arrivent de nulle part parce qu'ils ont des gros muscles et des belles photos Instagram. Voilà, c'est mon point de vue. Et du coup, voilà, pour finir, quelques conseils. Donc la curiosité. Moi, je sais que c'est ce qui m'a amenée où je suis aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, quand je cherchais un stage de Master 1, je voulais à la base aller dans une salle de préparation physique qui est ici, c'est le camp training, je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, sur le coup, après, j'ai eu le SM camp, donc ça ne s'est pas fait. Par contre, il m'a dit, t'es la bienvenue dans mon enceinte pour voir comment je travaille. Et j'ai mis plusieurs mois, mais après, j'y suis allée. Il m'a montré comment il travaillait. Et au quotidien, maintenant, je fonctionne comme ça. Quand je fais des connaissances, je vais voir comment il travaille sur le terrain, même si c'est un sport que je connais pas, que je pratique pas. Parce que la préparation physique, c'est pas une science exacte non plus. Il y a plein de nouveaux outils qui arrivent, ça se développe. Il y a des méthodes d'entraînement qui vont avec certains groupes et pas d'autres. Enfin, faut apprendre de tout. Et moi, je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que je suis vraiment à l'écoute de tout. Je regarde tous les sports à la télé, sauf la pétanque, les trucs comme ça. Mais sinon, je regarde un peu tout. Et je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir de ce côté-là. Après, l'implication dans l'organisation de vos clubs, bon, je ne vais pas jouer la prof, mais c'est super important de voir comment ça fonctionne au quotidien, parce que juste entraîner, enfin... Après, je le vois à Malherbe, il y a des coachs qui viennent, ils font leur séance, ils vont juste sur le terrain et ils reviennent. Sauf que c'est pas souvent ces groupes-là qui fonctionnent le mieux parce qu'ils oublient ce qu'il y a autour. Et l'organisation d'un club, c'est la base dans un sport, même dans les clubs pro. Et je vous conseille d'aller sur plusieurs diplômes ailleurs, que ce soit même sur les diplômes de juge, des choses comme ça. C'est des détails, mais des fois, ça fait la différence sur vos connaissances. La licence, je pense, elle peut suffire si derrière vous allez lire, si vous allez au contact du terrain un peu plus, parce que c'est vrai que c'est sur le terrain qu'on apprend le plus, mais vous arrêtez juste à la licence et rien faire à côté, enfin, pas vous nourrir d'expériences et de nouvelles méthodes, je pense que c'est pas une bonne chose. Et évidemment, développer son réseau, ça commence aujourd'hui avec vos potes de promo, mais aller chercher l'info à droite, à gauche. En Normandie, on a quand même pas mal de bons clubs. Donc, je sais qu'il y a des portes qui sont fermées, mais il y a beaucoup de portes ouvertes aussi. Voilà.